L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Yeah! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'école d'abord. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Aujourd'hui, nous allons vous parler des enfants et de la sexualité. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, qui inquiète les parents, qui pose beaucoup de questions parce que on comprend évidemment que aborder l'éducation sexuelle à l'école peut interroger et peut être source d'angoisse. Et justement, nous, ce qu'on va essayer de vous expliquer, c'est que au contraire, à l'école, ce qu'on va s'intéresser à faire, c'est de protéger les enfants. Pour protéger les enfants, il va falloir les éduquer, les informer, et il faut que ce sujet ne soit pas tabou. Quand on parle de sexualité, le mot fait peur parce que quand on entend le mot sexualité, on pense sexualité avec des images d'adultes. Là, on veut éduquer les enfants à la sexualité, mais en leur parlant simplement, en leur parlant de choses qui sont abordables pour eux, et on ne va pas leur inculquer des images d'adultes et des mots d'adultes. Donc, vous vous doutez qu'à l'école, on va au contraire s'attacher à chaque âge de l'enfant et on va forcément utiliser du vocabulaire adapté à chaque âge, des explications qui vont être claires et précises, mais une fois de plus en fonction de l'âge des enfants. L'objectif, c'est de protéger, donc comme je disais, les enfants, de prévenir les abus, de renforcer la sécurité des enfants, de leur inculquer des bases solides et d'instaurer la confiance en soi et surtout la notion de consentement, qui est vraiment à apprendre dès le plus jeune âge. Apprendre à résister, à dire non, même si c'est pas du tout évident et que ça met très longtemps souvent à être acquis. Eh bien, voilà, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et donc aussi de travailler étroitement entre l'école, la famille, de créer des liens solides sur des bases communes. Alors Élise, parlons chiffres maintenant. Protection, mais par rapport à quoi ? Là, on va vouloir vous démontrer, c'est l'ampleur de ce phénomène. Donc, au niveau des chiffres, dans le monde, environ 1 enfant sur 5 serait victime d'abus sexuels avant l'âge de 18 ans. En France, 1 enfant sur 10 est victime d'abus sexuels. Ça veut dire que dans la classe de votre enfant, il y a 3 enfants qui sont victimes d'abus sexuels. Et je sais que ça peut choquer et ça nous choque aussi. Et c'est vraiment pour que vous ayez ces chiffres en tête qu'on vous les expose. Souvent, les victimes sont des filles. 80% des victimes mineures sont des filles. Ce qu'on entend par abus, ça inclut les viols, ce qu'on appelle attouchement, mais qui sont des agressions sexuelles, et l'inceste. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que majoritairement, les agressions sont commises par des proches de la victime. Alors, famille, amis de la famille, connaissances, etc. Professionnels aussi, de l'enfance et de la petite enfance, comme des éducateurs sportifs. Voilà, on en a entendu parler dans les médias régulièrement ces derniers temps. Alors, j'aimerais revenir sur le profil de l'agresseur, parce que bien souvent, on pense à une personne délinquante, à souvent quelqu'un d'origine étrangère, qui serait à la marge de la société, qui serait un criminel. Alors je dis parce que il faut savoir que 96% des crimes sexuels commis sur mineurs sont commis donc par des hommes. Et donc souvent, on a tendance à imaginer une personne identifiable finalement, qui aurait des traits de caractère, des traits physiques du parfait criminel. Or, malheureusement, ce n'est absolument pas le cas. Ils se fondent dans la masse. Souvent, donc, comme on l'a dit, ce sont des proches et des proches desquels on n'imaginerait donc pas une seconde qu'ils sont capables de ces crimes odieux. Il faut savoir que tous les milieux socio-économiques sont touchés par les crimes sexuels. Mais il y a des facteurs de vulnérabilité, notamment les enfants qui vivent dans des familles où il y a des problèmes de toxicomanie, de violence domestique, d'alcoolisme. Ces familles-là sont plus à risque. Nous vous avons parlé des crimes sexuels dans les familles. Il ne faut pas oublier que ça arrive aussi dans les institutions éducatives, dans les clubs sportifs, dans les institutions religieuses, les foyers d'accueil. Les enfants qui sont porteurs de handicap sont plus sujets à être victimes de crimes sexuels. Et enfin, les enfants LGBTQIA+, sont plus souvent à risque aussi d'abus sexuels en raison de la stigmatisation et de la discrimination qu'ils subissent. Tous ces chiffres sont un peu plombants, on vous l'accorde, mais on a vraiment voulu commencer par ça
pour vous expliquer que notre objectif, c'était la protection. Et pourquoi il nous paraît primordial de commencer cette éducation à la sexualité dès la petite enfance, et notamment à l'école maternelle. Alors, ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on entend par éducation à la sexualité en maternelle, n'y mettez pas des images d'adultes, mettez-y des images d'enfants. À l'école maternelle, quand on parle d'éducation à la sexualité, on parle d'apprendre à découvrir son corps. Non, nous n'apprenons pas à se masturber à un enfant en maternelle, mais c'est-à-dire le nom, rien que le nom des parties de son corps. Donc ça va être les parties du corps comme le bras, la jambe, la main, etc. Et aussi les parties, ce qu'on va appeler intimes. Et d'ailleurs, j'ai tout de suite une question, Élise. Souvent, à la maison, on va utiliser des mots comme, foufoune, zézette, zizi, etc. Est-ce qu'on utilise ces mots-là à l'école ou au contraire, non, on utilise un vocabulaire très scientifique? Je leur dis toujours, à la maison, vous avez des noms différents. Certains, effectivement, tous les noms que tu as employés, zizi, kékette, etc. Non, j'ai pas dit kékette. Ah, t'as pas dit kékette. À l'école, et on peut leur dire, comme on leur dit que le bidon, ça s'appelle le ventre, et ben on peut leur dire, le zizi, la kékette, voilà, ça c'est la vulve, ça c'est le pénis. Et puis basta. Oui, c'est ça, c'est que finalement il faut employer un vocabulaire précis. Il faut employer un vocabulaire précis. Il faut que les enfants sachent de quoi on parle exactement. Et que tous les mots employés à la maison sont valables, on les comprend, mais qu'à l'école, il y a un terme, 2 termes, c'est la vulve et le pénis. Et je vois quand j'en parle aux enfants, ils sont intéressés parce qu'ils disent « Ah, donc c'est comme ça que ça s'appelle en vrai !» Voilà, et je pense vraiment important d'en parler. Je sais que certains enseignants ne sont pas forcément à l'aise avec ce type de vocable, mais c'est important d'utiliser les vrais mots scientifiques. Bien que le Conseil supérieur des programmes parle clairement d'éducation à la sexualité, Élise, dans les programmes officiels de l'éducation nationale, on parle d'autre chose, je crois. Alors, en cycle 1 et en cycle 2, on parle d'éducation à la vie affective et relationnelle. Le mot sexualité n'arrive que pour le collège et le lycée. Et donc justement, par rapport à ce mot sexualité qui est donc absent des programmes scolaires à l'école maternelle et élémentaire, qu'est-ce que tu en penses, Élise? On parle du mot, on le dit ce mot, sexualité finalement? Quand on parle sexualité à l'école, ça va être surtout au niveau anatomique. Donc on va parler du sexe de la fille, qui est la vulve, du sexe du garçon, qui est le pénis. Il y a des documentaires qui sont très bien faits là-dessus, notamment un qui s'appelle Zizi Zézette. Je ne fais pas de la publicité, mais c'est vrai qu'il est très très bien fait, comme d'autres, celui de Respecte mon corps de Françoise Dolto. Et pour revenir au premier, dans Zizi Zézette, l'auteur va parler de tous ces termes. Donc comme je vous disais, vulve, pénis, anus, testicules, glands, prépuce. Mais oui, je le vois dans le regard des enfants quand je leur lis ce documentaire. Je vois leur regard qui me dit « Ah, mais donc c'est comme ça que ça s'appelle, c'est ça exactement !» Et cela répond à des interrogations qu'ils avaient. Ce qui est difficile en maternelle, c'est qu'on doit répondre à des interrogations. C'est là où est le curseur, c'est ne pas anticiper, ne pas aller trop loin, mais répondre clairement à leurs interrogations. Alors c'est vrai que forcément il va y avoir des interrogations qui vont venir de certains enfants et pas d'autres, et donc c'est à nous, professionnels de l'éducation nationale, effectivement de savoir bien placer le curseur, et puis surtout il y a aussi de la prévention donc au niveau des enfants, on l'a dit, et au niveau des parents, parce que je vais en profiter pour vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée en tant que directrice d'école. Donc je recevais des parents pour parler de la masturbation de leur enfant à l'école, parce que oui, ça arrive à l'école maternelle, il y a des enfants à certains moments qu'on surprend tout simplement en train de se masturber. Il n'y a aucune stigmatisation évidemment faite à ces enfants-là, et c'est un geste naturel. Toutefois, on va évidemment rappeler aux enfants que cela ne se fait pas à l'école, mais dans l'intimité de leur chambre. Et donc, ces parents qui sont venus me voir pour me parler de ce sujet difficile, pour eux en tout cas, m'ont répondu tout simplement quand je leur ai parlé de cette situation, que ça n'existait pas chez eux. Alors, je vous avoue que je suis restée bouche bée. Je ne savais plus trop quoi leur répondre. Donc, j'ai essayé de parler d'un point de vue scientifique, de prévention, en expliquant ce que je viens de dire, c'est-à-dire, écoutez, il faut que vous ayez une discussion avec votre enfant. Et j'ai eu vraiment comme réponse systématique, vous vous trompez, notre enfant n'a jamais fait ça, nous ne pratiquons pas cela à la maison. Alors là, c'est quand même
extrêmement interrogeant d'avoir des parents qui répondent cela, parce que c'est nier finalement qu'évidemment les enfants éprouvent du plaisir, peuvent avoir justement des gestes masturbatoires, etc. Et qu'au contraire, il faut accompagner tout cela sans les influencer d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas informer, prévenir, parce que c'est la seule réponse qu'on peut avoir aujourd'hui pour limiter et pour essayer de réduire le fléau que sont les abus sexuels sur mineurs. Et d'ailleurs, Élise, est-ce que tu peux nous illustrer quel type d'activité on pourrait faire vraiment concernant l'éducation à la sexualité en maternelle auprès des enfants pour donc faire de la prévention et de l'apprentissage? En maternelle, je fais beaucoup le bain des poupées. Donc, c'est-à-dire, on prend des poupées sexuées. Donc, ça veut dire quoi, une poupée sexuée? Donc, ça va être des poupées soit filles, soit garçons. N'oubliez pas, enseignants, qu'il n'y a pas un seul type de poupée. Vous pouvez avoir des poupées qui représentent la diversité, l'inclusion. Vous en trouvez de plus en plus maintenant sur Internet, assez facilement. Donc, ce bain des poupées, ensemble, donc vous prenez la poupée, vous la déshabillez. Ça vous permet de nommer toujours pareil les différentes parties du corps. Et lors de ce bain, souvent, donc c'est moi qui parle, qui verbalise beaucoup, notamment avec les plus jeunes, et je leur dis, alors là, on va toucher la vulve ou le pénis. Là, je le fais parce que c'est un bébé, mais une fois qu'il sera plus grand, comme vous, quand vous serez, peut-être que vous commencez déjà à vous laver tout seul. Finalement, c'est un apprentissage de la pudeur. Oui, tout à fait. C'est un apprentissage en disant, pour l'instant, peut-être qu'à la maison, vous avez encore besoin d'aide pour vous laver, pour vous essuyer quand vous êtes aux toilettes. Mais petit à petit, sachez que vous allez être autonome là-dessus. Et puis, ça permet aux enfants de se rendre compte qu'il y a des parties intimes. Ce ne sont des parties qu'on ne montre pas à tout le monde et qu'on peut se toucher soi-même, comme tu disais tout à l'heure, mais que les autres ne vont pas toucher. Et je leur parle aussi du docteur, du pédiatre. Quand on va chez le docteur, de plus en plus, les pédiatres demandent avant de toucher les enfants que je veux leur expliquer que ce n'est pas anodin, c'est une partie particulière du corps. Donc finalement, ça fait un peu appel au consentement. Et justement, comment on aborde le consentement à l'école maternelle ? On peut aborder le consentement par des choses toutes simples. La façon de dire bonjour. En maternelle, les enfants aiment beaucoup se faire des câlins, ils sont très très tactiles. Et petit à petit, on va leur expliquer que tout le monde n'aime pas les câlins et que même si un jour on aime les câlins, le lendemain on n'aime pas forcément. Et on va leur expliquer que la bulle affective que l'on a à la maison, c'est-à-dire qu'on va supporter que nos frères, nos sœurs, nos parents soient plus proches de nous. Cette bulle affective à l'école, elle va être plus grande et que la proximité qu'on a avec nos camarades est plus large. Alors juste, moi je voudrais revenir sur ce qui se passe aussi à la maison. Il faut savoir que il y a aujourd'hui des études qui montrent qu'un enfant qui a appris à consentir et aussi à reconnaître le non-consentement d'autrui va être un enfant beaucoup plus informé pour reconnaître des situations anormales. Et je pense notamment aux bisous sur la bouche. Alors non, on ne fait pas un bisou sur la bouche à son enfant. Je suis désolée, j'imagine qu'il y a plein de parents qui nous écoutent là et qui sont pas d'accord. Et pourtant, on sait aujourd'hui que le fait de faire des bisous sur la bouche invite l'enfant à comprendre que c'est un acte tout à fait normal, naturel. Et ça ne l'est pas. C'est un acte extrêmement intime et qui se fait entre adultes consentants et a priori amoureux ou pas. Pour ça, c'est un autre détail. Mais moi, en tout cas, je déconseille fortement les bisous sur la bouche. Et il y a même des études sur ce sujet. Et surtout, avant de faire un bisou à votre enfant, prenez l'habitude de lui demander son accord, que ce soit donc un bisou, un câlin, etc. Et de la même façon, il doit vous demander votre accord lorsqu'il veut vous faire un câlin, un bisou. Alors, on comprend que tout petit, c'est extrêmement compliqué, mais c'est vraiment quelque chose à instaurer. Et je pense qu'en tant que parent, vous l'avez peut-être tous vécu, certains moments où votre enfant vous saute dessus et vous n'avez tout simplement pas envie. C'est valable dans les deux sens. Et ça demande donc un réel apprentissage de cette notion de consentement qui n'est pas du tout évidente et qu'il faut absolument instaurer. Je pense notamment au Canada, qui a instauré la notion de consentement dans la loi. C'est pas du tout le cas en France. Et pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est vraiment apprendre le consentement. Et ça s'apprend tout petit. Les fameuses méthodes scandinaves, dont on a pas mal parlé, ont au moins cet avantage d'avoir
pointer du doigt l'importance d'apprendre aux enfants à dire stop, à dire non. Et ça ne doit pas du tout choquer des parents, voire des enseignants, si un enfant ne veut pas faire un câlin à son parent, par exemple, lorsque celui-ci le laisse en classe, ou un enfant qu'on oblige absolument à faire un bisou. Fais un bisou à papy. Non, il ne fait pas un bisou à papy s'il n'a pas envie de faire un bisou à papy. Donc non, on n'oblige pas un enfant à avoir un contact physique avec autrui, aussi proche soit-il de l'enfant. Il faut vraiment avoir ça en tête et c'est vraiment le b.a.-ba de la prévention contre les abus sexuels. On vous a parlé limites personnelles, on vous a parlé du consentement. Attention, il ne faut pas non plus culpabiliser l'enfant s'il n'arrive pas à dire non. C'est ce qu'on disait, c'est un véritable apprentissage. Donc, souvent, je leur dis, tu as le droit de dire non, tu peux dire non. Si c'est trop difficile pour toi, tu viens nous voir. Et là, on va leur inculquer la notion d'adulte de confiance. Le fait d'avoir recours à un adulte en qui ils ont confiance, à qui ils peuvent confier un secret. Je leur parle aussi en maternelle de ce que sont les secrets bonbons ou secrets poisons. Un secret bonbon, c'est un secret qui fait du bien. C'est une petite surprise qu'on a préparée pour un de nos parents. C'est un petit dessin qu'on va leur offrir et qu'on garde en secret toute la journée. Un secret poison, c'est un secret qui va nous rendre malheureux, qui va nous mettre mal à l'aise. Il y a un livre qui est très bien fait là-dessus, qui s'appelle « Les petits et les trop gros secrets ». Alors, s'agissant de l'entourage de l'enfant, comme on le disait, il faut vraiment un travail main dans la main entre les familles et l'école. Quand on parle d'école, il s'agit bien sûr de toute la communauté éducative, que ce soit les ASEM, les animatrices, les gardiens d'école, gardiennes, etc. Et il faut vraiment une ligne de conduite commune, d'où l'importance d'organiser des réunions. Donc, si vous êtes enseignant, enseignante, directrice d'école, il ne faut vraiment pas hésiter à organiser ce type de réunion, même si ça peut, de prime abord, effectivement éveiller la curiosité, l'inquiétude des différents personnels. Mais justement, une fois de plus, c'est aussi de l'information, de l'éducation même de certains adultes que de parler de ces sujets et de la prévention et de la détection, on va en parler après, des abus sexuels des enfants en souffrance. Nous avons beaucoup parlé de la maternelle. Maintenant, en élémentaire. Élémentaire, on entend CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Voilà. En élémentaire, on parle encore d'éducation à la vie affective et relationnelle au niveau des programmes scolaires. Dans les programmes sont exprimées et expliquées les notions d'intimité, de consentement, d'égalité de genre et de déconstruction des préjugés et des stéréotypes. Comme tu disais tout à l'heure, Élise, je pense qu'il faudrait s'inspirer du Canada pour la notion de consentement, parce qu'il parle des 3 oui du consentement. Le oui doit être authentique, ça veut dire que la personne a dit oui avec sa bouche, et même si elle a dit oui avec sa bouche, il faut que son corps, que son langage corporel, que les expressions de son visage soient en accord avec ce qu'elle dit. Il faut que le oui soit informé. On dit oui en toute connaissance de cause, on a toutes les informations à notre disposition. Et un oui libre. On ne dit pas oui parce qu'on est forcé, parce qu'on a peur de la personne, parce qu'on est sous la menace ou parce qu'il y a une histoire de supériorité hiérarchique. Et la règle des 3 oui, j'aimerais vraiment qu'elle soit enseignée à l'école élémentaire. Française. Donc si je comprends bien, il faut que ces 3 oui soient réunis pour avoir un vrai consentement. C'est ça ? Exactement. Alors, cette notion de consentement sur laquelle on insiste beaucoup et on espère vraiment que pour ceux qui n'étaient pas convaincus, peut-être jusque-là, vous commencez à l'être et surtout à comprendre l'enjeu de cette notion qui représente vraiment la notion principale à aborder dans le cadre de l'éducation à la sexualité auprès des enfants et des jeunes. Parce que je pensais notamment au fait qu'il y a aussi des violences sexuelles commises entre enfants. Ça arrive, et ça arrive d'ailleurs dès le plus jeune âge. Il peut y avoir en effet des comportements entre enfants qui sont problématiques. Cela peut être d'ailleurs révélateur d'enfants maltraités et abusés sexuellement. Donc, une fois de plus, l'importance de la communication entre les différents personnels qui interviennent à l'école, l'importance de communiquer sur des choses qui ont été observées, de ne pas être gêné, de ne pas avoir honte de ce qu'on a pu observer au niveau des enfants et de savoir intervenir et intervenir collectivement et donc d'avoir une espèce de grille d'observation déjà et aussi donc de réponse
commune et évidemment aussi d'en informer les parents et éventuellement médecins scolaires, assistantes sociales, etc. Et puis il y a toujours ce numéro aussi, Élise, n'est-ce pas, qu'on peut appeler ? Le 119, vous pouvez appeler le 119 en cas de doute. C'est pas vous qui allez faire l'évaluation. Les personnes qui sont à l'autre bout du téléphone sont des professionnels. Ils vont vous poser des questions précises, vous allez leur répondre et c'est eux qui vont faire l'évaluation, ce n'est pas vous. Donc si vous avez un doute, appelez. Eux feront l'évaluation, eux transmettront à la CRIP ou au procureur et l'affaire suivra son cours. Mais au vu des chiffres, n'hésitez pas, appelez. Voilà, même s'il s'avère ensuite que c'était pas une situation grave, ce n'est pas grave. Il vaut mieux, comme on dit toujours, prévenir que guérir. Enfin, guérir, je suis pas sûre qu'on en guérisse. Alors, à l'école élémentaire, ce qui peut aussi être fait, c'est l'intervention d'associations reconnues par le ministère de l'Éducation nationale qui proposent des modules de prévention des abus sexuels avec des albums, avec des chansons, avec vraiment une libération de la parole de l'enfant, sans utiliser des mots qui ne sont pas adaptés à leurs âges, mais au contraire pour déstigmatiser, pour autoriser les enfants à parler, parce que c'est très très compliqué pour les enfants qui sont victimes. Parfois, il s'agit de petites choses qui paraissent anodines à nos yeux, mais qui pour eux les traumatisent et les marquent profondément et dont ils n'osent pas parler parce qu'il reste ce sentiment de honte, de culpabilité qui est très très compliqué à dépasser. Et ça, c'est valable vraiment pour tous les enfants. Ces interventions sont encadrées, donc il va y avoir l'enseignant, l'intervenant, la psychologue. En tant qu'enseignant, lorsque vous faites appel à un intervenant, il faut prévenir les familles, en amont ou en aval, mais il faut les prévenir. De même, à l'école maternelle, lorsque vous avez travaillé le consentement en classe, parlez-en aux parents. Parce que si un jour, leur enfant leur dit « Non, là, j'ai pas envie de te faire un câlin, et puis tu m'as pas demandé », il faut que le ou les parents ne soient pas étonnés, surpris de cette réaction. Autre sujet qui apparaît à l'école élémentaire, parfois même à l'école maternelle, ce sont les sentiments amoureux qu'éprouve un élève envers un camarade. Et ce sentiment amoureux, il faut surtout ne pas s'en moquer. Il ne s'agit absolument pas d'encourager ces comportements et de calquer finalement des comportements adolescents ou préadolescents de premier couple entre adolescents, etc., sur des enfants d'école primaire. Toutefois, il faut prendre en compte ces sentiments comme étant des sentiments véritables, sincères et au contraire, une fois de plus, informés. Et il faut surtout ne pas interdire ce type de sentiments au prétexte que les enfants sont trop jeunes parce que ils aiment leurs parents, leurs animaux, leur famille d'un amour véritable. Et de la même façon, ils peuvent aimer un camarade d'un amour sincère. D'ailleurs, ça peut être un amour amical, comme un amour dit amoureux. Après avoir parlé de l'éducation relationnelle et affective, on parle enfin au collège et au lycée de l'éducation à la sexualité. Alors, on en parle, mais alors dans les programmes, il faut chercher, parce que l'éducation à la sexualité va être abordée en cours de SVT. Et en plus de ces cours en SVT, sont obligatoires 3 séances annuelles. Cela nous paraît vraiment peu, car en 3 séances, il y a beaucoup de problématiques qui doivent être abordées. La prévention des infections sexuellement transmissibles, la contraception et la prévention des grossesses précoces non prévues. Et en plus de tout ça, la prévention des violences sexuelles. Alors, ça nous paraît peu, surtout en rapport avec les chiffres. Alors, on va un petit peu en parler. Malheureusement, elles sont en augmentation. S'agissant des IST, il y a vraiment une augmentation des cas, notamment de syphilis, figurez-vous, chez les jeunes de 15 à 24 ans. C'est en forte augmentation, avec environ 600 nouveaux cas depuis 2020 par rapport à précédemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce serait en lien avec le non-usage des préservatifs chez les jeunes, tout simplement aussi par rapport à d'autres générations sur la peur du sida, du VIH, qui n'est apparemment plus une vraie inquiétude chez les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, ils n'utilisent malheureusement plus trop ou beaucoup moins les préservatifs. Et donc, on en vient aux grossesses non désirées. Il faut savoir qu'il y a environ 40% des grossesses chez les jeunes de moins de 25 ans qui ne sont pas désirées. Et ça, c'est clairement dû au manque d'information et bien sûr à l'accès aux contraceptifs.
Enfin, concernant les interruptions volontaires de grossesse, en 2019, ça date un petit peu, mais bon, c'était quand même pas très lointain et c'est toujours le cas aujourd'hui, sur environ 225 000 IVG réalisés en France, 15% concernaient des jeunes de moins de 20 ans. Donc c'est quand même énorme. Au vu du peu du nombre d'heures proposées dans les programmes, il nous paraît vraiment important de mettre en lumière le rôle de l'infirmière. L'infirmière scolaire va être une interlocutrice privilégiée des collégiens et des lycéens, et notamment des collégiennes et des lycéennes, parce que si ce n'est pas arrivé avant, c'est le moment des premières règles pour les filles. Elles peuvent avoir des interrogations et elles peuvent aller voir l'infirmière scolaire qui va les accompagner, qui va leur expliquer. Même si normalement c'est le rôle des parents, si vraiment les parents ne se sentent pas à l'aise, ils peuvent déléguer soit à quelqu'un de la famille dont ils sont très proches, soit à l'infirmière scolaire. Et l'infirmière scolaire propose également des protections hygiéniques, si besoin, pour les jeunes filles au collège et au lycée. Et il semblerait d'ailleurs que, pour parler toujours de ce même sujet, il y ait maintenant des distributeurs de préservatifs dans tous les lycées. Moi, j'avoue que je n'ai pas connu ça quand j'étais au lycée. Et toi, Elise, ça te parle ? Non, ça me dit rien non plus. On aimerait bien savoir si c'est réel ou pas et si on trouve des distributeurs dans tous les établissements. Voilà, qu'ils soient donc privés ou publics. On aimerait bien, si jamais vous avez des infos à nous donner à ce sujet, n'hésitez pas à nous les mettre en avis. On a parlé de la sexualité à l'école et de la nécessaire cohérence de cette éducation sur temps scolaire et périscolaire. On voudrait parler maintenant de la sexualité à la maison. Alors, effectivement, à la maison, le rôle des parents dans l'éducation sexuelle de leur enfant. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez compliqué parce que, évidemment, il y a des écueils. Autant il est très important d'établir une communication ouverte, honnête, avec toutes les informations demandées par les enfants, par les jeunes. Toutefois, il faut éviter d'aller parfois trop loin, d'être trop intrusif, de rendre mal à l'aise son enfant qui parfois n'est pas prêt ou qui tout simplement n'a pas envie de se confier sur ces sujets-là à son parent et qui préfère donc peut-être un autre interlocuteur. Il faut vraiment être attentif, être empathique vis-à-vis de votre enfant qui peut soit avoir besoin de parler ou justement à l'inverse, vous observez qui elle est mal à l'aise. Donc voilà, vous qui connaissez très très bien votre enfant, faites attention à ne pas être intrusif. Informer sans être intrusif, la question se pose quand on parle de pornographie. C'est un sujet qu'il faut traiter en tant que parent. Évidemment, on sait bien que vous n'allez pas mettre votre enfant devant un film pornographique. Mais sachez que l'âge moyen de la première exposition à un contenu pornographique est de 11 ans. 11 ans, ça veut dire que l'enfant n'est même pas encore au collège. Ça veut dire qu'en CM2, CM1, il a accès à un contenu pornographique. Et avant l'entrée au lycée, 60% des garçons ou 50% des filles ont déjà été exposés à de la pornographie en ligne. C'est pour ça que c'est un sujet que vous ne pouvez pas éviter avec votre enfant. C'est un sujet que vous allez devoir traiter sans pour autant être intrusif, comme on vous disait précédemment. Sans être intrusif, ça veut dire que vous n'allez pas aller fouiller le contenu de son téléphone. Mais vous allez évoquer avec lui plusieurs sujets, notamment le consentement, les violences sexistes et le respect. Et toujours laisser cette porte ouverte en disant « ce sont des sujets qui nous préoccupent et n'hésite pas à venir m'en parler si jamais tu es confronté sur Internet à un tel contenu. Je ne vais pas t'interdire Internet parce que c'est vraiment un outil très utile, mais sache que tu peux être confronté et viens nous voir. Si tu es choqué, viens nous voir ou va en parler à un adulte de confiance. » Alors c'est vrai que la pornographie, c'est effectivement très problématique d'un point de vue du sexisme. J'en ai fait l'expérience moi-même avec mon fils aîné qui est venu me demander si tel ou tel comportement sexuel était acceptable, sans en gros demander l'avis de sa ou son partenaire. Et il a fallu effectivement expliquer en quoi ça ne l'était pas du tout et surtout, votre rôle en tant que parent, c'est vraiment d'expliquer que les images vues sur des sites pornographiques ne représentent absolument pas la norme sexuelle, ne représentent absolument pas ce qu'il faudrait faire pour satisfaire ça ou son partenaire. Au contraire, que ce sont des images en général de domination, voire de prédation, où le consentement est totalement absent. Et à l'inverse,
La pornographie véhicule même des notions de type un non est un oui. Donc c'est extrêmement problématique et donc comme on vous le disait, dès 11 ans, les enfants y ont accès. Donc c'est là où c'est beaucoup trop tôt. Donc c'est pas l'éducation sexuelle à l'école qui intervient trop tôt, c'est bien ces images qui sont dans le monde, sur tous les réseaux, sur le moindre téléphone qui sont problématiques et non pas la prévention qu'on va faire à l'école sur tous ces sujets qui est donc indispensable pour que les enfants soient prévenus et qu'ils soient pas en état de choc parce qu'il y a des enfants qui sont vraiment en état de choc après avoir vu des images pornographiques sans aucune prévention et c'est extrêmement préjudiciable pour leur développement psychologique. Et justement, on va aussi parler des réseaux sociaux et donc du sexisme aussi sur les réseaux sociaux, sur le fait que on incite notamment les jeunes filles à faire des contenus où elles vont se transformer en Lolita, à montrer des parties de leur corps pour recueillir des likes, pour recueillir un certain nombre de visionnages de leurs vidéos. Donc ça aussi, c'est extrêmement problématique. Et enfin aussi, les diffusions d'images d'enfants sur les réseaux. N'oubliez pas, 50% des photos échangées sur les réseaux pédopornographiques ont été publiées par les parents à l'origine. C'est-à-dire quand vous partagez une vidéo où votre enfant est à son dernier gala de gymnastique, en petit juste au corps, en petit tutu, parce que vous trouvez ça trop mignon, il peut y avoir des pédocriminels qui vont récupérer cette photo, la poster sur des sites pédopornographiques, les commenter avec des propos salaces, sexuée, alors que vous, au départ, c'était juste une photo de votre enfant en salle de sport. Prenez l'habitude de demander à votre enfant quand vous le prenez en photo. Oui, et il faut aussi se dire qu'avant un certain âge, l'enfant n'est pas capable de consentir à être pris en photo et à être diffusé sur les réseaux sociaux parce qu'il ne comprend absolument pas les enjeux. Donc c'est vrai qu'on se rend beaucoup compte aujourd'hui quand même que les enfants préadolescents, en général, refusent d'être sur des réseaux sociaux. Alors c'est vrai que ça peut dépendre aussi de l'information qu'ils ont eue, de la prévention dont ils ont bénéficié, mais très généralement, on constate aujourd'hui que passé l'âge de l'école élémentaire, concrètement à partir du collège, les enfants, les préados refusent très souvent d'être publiés sur les réseaux sociaux de leurs parents parce qu'ils en ont honte, parce que ça peut aussi générer du harcèlement scolaire, d'être sur des réseaux sociaux. Il y a eu des cas d'enfants très exposés sur des réseaux sociaux de leurs parents tout au long de leur enfance et pour qui ça a été particulièrement problématique, arrivé à l'âge adolescent, d'avoir tout leur passé en images, en vidéo, sur Internet. Et donc, vraiment, réfléchissez-y avant de publier des vidéos et des photos de vos enfants en ligne, parce que vous ne savez pas quel préjudice va subir votre enfant par la suite à cause de ce que vous aurez publié. Alors à présent, on voudrait vous parler de la détection des abus sexuels. C'est vrai que c'est important d'observer les enfants. Alors ça, c'est valable évidemment que ce soit à l'école ou à la maison. Alors Élise, est-ce que tu peux nous dire quels sont les signes ? Les signes observés peuvent être des signes physiques, donc c'est des douleurs dans les parties génitales, des cauchemars, des troubles du sommeil, des cauchemars récurrents. Ça peut être aussi des signes comportementaux. Nous entendons par là des comportements sexuels inappropriés. Ça, on peut vraiment s'en rendre compte à l'école. Quand des enfants se masturbent excessivement, quand des enfants reproduisent des scènes qu'ils ont vues et vous trouvez que ce sont vraiment pas des scènes appropriées à leur âge. Tout ça, ça peut être des signaux d'alerte. Par signes comportementaux, on entend également des changements de comportement. Un enfant qui va de nouveau faire pipi au lit. Ça peut être une agressivité accrue. Des peurs inhabituelles qu'ils n'avaient pas avant. Tout ça, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Il y a également les signes émotionnels, des enfants qui ont des changements d'humeur, des enfants qui n'avaient pas de problèmes scolaires, qui en ont. Tout à l'heure, on vous parlait de comportements sexuels inappropriés. N'oubliez pas qu'il y a aussi les mots, le vocabulaire employé par les enfants. Cela doit vous alerter si l'enfant utilise des mots sexuels d'adultes. N'oublions pas les signes relationnels quand les enfants s'isolent du reste du groupe, sont de plus en plus seuls, ne jouent plus avec les autres, ne jouent plus aux jeux auxquels ils jouaient avant. Tout ça doit vous alerter. Les signes somatiques, donc les douleurs inexpliquées, on ne sait pas pourquoi. Votre enfant a souvent mal au ventre, a souvent mal à la tête, a des troubles alimentaires. Alors attention, ce n'est pas parce que votre enfant présente certains signes ou plusieurs signes que l'on vient d'évoquer qu'il est forcément victime d'abus sexuels. Ce que l'on veut vous dire, c'est soyez attentifs, observez votre enfant et ne soyez pas dans le déni. Si certains signes sont présents chez votre enfant, ça peut être aussi pour des raisons d'intimidation, par exemple à l'école, ou de situations problématiques relationnelles, ça peut être plein de choses différentes. Mais en effet,
Soyez toujours attentifs. Et puis, on est là, en tant que parents, toujours à observer tous ces signes de façon naturelle et permanente pour aider nos enfants à grandir, tout simplement. Autre situation, un enfant vient se confier à vous. Il faut vous préparer à cela parce que ça peut arriver. En tant qu'adulte, que vous soyez professionnel de l'éducation ou même en tant qu'adulte lambda, ça peut vous arriver d'être confronté à un enfant qui va se confier à vous. Donc l'important vraiment, c'est d'écouter attentivement, sans poser de questions. C'est prendre au sérieux les paroles de l'enfant, même si c'est pas très clair, même si c'est incomplet. Surtout, vous écoutez, vous ne dites pas « Non, ne me parle pas de ça, on va aller chercher quelqu'un d'autre ». Non, vous écoutez, vous ne posez pas de questions parce que ce n'est pas votre rôle. Vous penserez surtout juste après à noter précisément tout ce que l'enfant vient de vous dire. Et effectivement, ensuite, vous allez soit contacter le 119, soit directement en référer à votre hiérarchie. Ce sera peut-être l'assistante sociale, s'il y en a une, qui fera un signalement au procureur ou une information préoccupante à la CRIP, ou vous directement s'il n'y a pas d'assistante sociale. Mais toujours est-il qu'il faut vraiment prendre en compte les paroles de l'enfant et y être préparé, parce que je crois, Élise, que ça t'est arrivé, ça justement. Ça m'est arrivé il y a quelques années en maternelle. C'est pour ça que nous militons pour la formation des enseignants et de tous les membres de la communauté éducative sur ces questions. C'est d'autant plus dur que vous ne voulez pas ajouter de la souffrance à sa propre souffrance. Vous ne voulez pas remplacer sa souffrance par votre souffrance. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on accueille la parole d'un enfant qui vous dit ça. Mais alors comment ça s'est passé concrètement ? C'était un jour en classe, elle s'est confiée ? Alors imaginez, ça peut arriver n'importe quand, c'était pendant une séance de vocabulaire. Donc c'était pas du tout dans un cours d'éducation à la sexualité, pas pendant le bain des poupées dont je vous ai parlé avant, c'était pendant une séance de vocabulaire et c'était sur l'expression « être en sécurité ». Et là, devant tous ses camarades, cet enfant a eu le courage de me dire « moi, je ne me sens pas en sécurité quand mon père me touche là ». Et alors, vous prenez ça dans la face. Alors moi, j'ai d'abord eu un moment de sidération. On ne s'attend jamais à une révélation de ce type. Après le moment de sidération, c'est posé en moi la question de savoir si je l'extrayais du groupe tout de suite, si je la laissais parler devant tout le monde. Et c'est là où on a un manque de formation. Que faire dans ces cas-là ? Parce que quand on est seul à seul, comme tu disais tout à l'heure, on écoute l'enfant, sans lui poser de questions, on prend des notes, on lui explique qu'on prend des notes, que c'est important, que ce n'est pas un secret, qu'on va en référer pour la protéger. En grand groupe, comment faire ? Quand c'est une séance qui est préparée, quand c'est une séance où il y a une intervention, c'est là que c'est intéressant d'être deux adultes, parce qu'il y a un adulte qui peut rester avec le groupe et l'autre qui peut prendre à part l'enfant concerné. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors, ce que je lui ai dit, c'est que je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit que là, ce qu'elle me disait, c'était très important. Je n'ai pas répété ces mots devant tout le monde, que je prenais des notes et que j'allais en parler pour l'aider. Alors effectivement, sans avoir l'information adéquate, tu as eu la bonne réponse, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et puis en effet, la formation, ce qu'elle nous apprend aussi, c'est à prendre du recul, à accueillir cette parole sans y mettre de l'affect de notre côté, même si forcément on va en ressentir, mais c'est de garder finalement une certaine neutralité et surtout de ne pas, une fois de plus je le répète, mais de ne pas interroger les enfants, parce que cela peut fausser par la suite les interrogatoires de la brigade de la protection des mineurs. Et donc pour cet élève, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Une fois que tu as donc transmis, j'imagine, ta prise de notes ? J'ai appelé le 119. Sachez d'ailleurs que les appels téléphoniques sont réservés en priorité aux enfants. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est faire un mail au 119. Ils sont très, très réactifs. Donc, j'ai été interrogée par la brigade des mineurs. Et aussi horrible que ça puisse paraître, ça a pris beaucoup de temps. Quelques mois, c'était l'affaire, on parle de mois là, avant que cet élève soit placé. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un réel problème en termes d'accueil des enfants placés. Donc, il y a un temps énorme avant le placement en famille d'accueil, en foyer. Ça peut prendre aujourd'hui plusieurs mois. Donc, les enfants sont laissés au sein de leur famille. Cette petite fille a été extrêmement courageuse parce que très souvent, il y a un conflit de loyauté. Tu peux expliquer, Élise, ce que c'est un petit peu le conflit de loyauté ? Le conflit de loyauté, c'est ne pas vouloir incriminer ses parents parce que malgré tout le mal que le parent vous fait subir, cela reste vos parents et c'est très, très difficile de s'extraire de ça.
Et puis de la même façon, que ce soit les parents, les grands-parents, la famille proche, éloignée, on a toujours, en tant qu'enfant, ce conflit de loyauté parce qu'on ne veut pas faire de la peine à nos propres parents, de personnes qu'ils aiment, qu'ils apprécient énormément. Donc c'est extrêmement compliqué. Et puis aussi, il faut savoir qu'il y a des menaces de la part des prédateurs sexuels, des incesteurs, des pédophiles, des pédocriminels envers les enfants. Ils vont leur dire si tu parles, eh bien, tu ne verras plus jamais tes parents. Si tu parles, tu vas être placé chez des inconnus. Donc on instille concrètement la terreur chez les enfants qui préfèrent se taire plutôt que de risquer de perdre tout ce qu'ils ont. Et donc, une fois de plus, l'importance du consentement, parce qu'on sait qu'un enfant qui va réussir à repousser, à parler très vite, à pas forcément réussir à dire non, mais en tout cas, le pédophile, quand il va, entre guillemets, profiter d'un enfant, c'est souvent des viols de circonstances, d'opportunités. C'est atroce, mais c'est concrètement, il a un enfant sous la main qui, a priori, ne sait pas trop dire non, ne sait pas trop se défendre, n'a pas de connaissances en éducation sexuelle, eh bien, ça va être la proie idéale qui ne va pas résister, qui ne va rien comprendre et qui ne va donc pas le dénoncer. Alors malheureusement, très peu de ces crimes sont suivis de peines judiciaires puisque moins de 1% de ces crimes vont être jugés. Alors, ce sujet était difficile, mais on voulait vraiment vous en parler parce que malgré toutes les critiques, on trouvait ça très important de vous faire comprendre qu'il n'est jamais trop tôt pour en parler à un enfant, pour le protéger. C'est vraiment le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. Parler, éduquer à la sexualité pour protéger votre enfant. Voilà, c'est pour les mettre en sécurité. Malheureusement, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, donc c'est un enjeu crucial sociétal pour que enfin ça change, pour qu'il y ait moins d'enfants victimes. Et il faut les éduquer à la sexualité en utilisant les mots adéquats. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à le partager, à nous laisser un avis sous notre podcast. Et puis, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au fait, j'oubliais, nous sommes aussi présentes sur Instagram avec notre compte Les Élises en un seul mot et avec un Z. On y publie des mots d'enfants qui devraient bien vous faire rire et aussi des activités de classe dehors sur l'empathie, sur la posture de l'adulte en suivant la classe d'Élise tout au long de cette année scolaire. Abonnez-vous!